tous pour votre présence. On va lancer cette conférence avec Patrick Bouchin. Merci pour votre présence, d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre du festival Le Monde est à nous organisé par l'INEA. Donc, cette conférence va porter sur la preuve par 7, une initiative de Patrick Bouchin, une démarche expérimentale d'urbanisme, d'architecture et de paysage qui promeut le recours à la programmation ouverte, dessine de nouvelles manières de construire la ville et revendique un droit à l'expérimentation sur le terrain. Je vous laisse. Ah bah c'est rapide. Mais parce que j'ai pas. C'est les 5 phrases, c'est tout ça. Attends, il y a les gars qui travaillent Serge. Mais écoutez, je vous laisse vous présenter. Vous ferez mieux que moi. Je peux vous présenter. Vous me présentez moi Si vous voulez. Je l'ai inventé. Non, parce que j'ai répondu parce que j'ai trouvé que c'était très bien organisé. Et c'est très dur, vous verrez, dans un monde super organisé, mais organiser quelque chose dans un monde organisé, en général, on a plein d'interruptions. Et parce que tout est trop réglementé, il n'y a pas de place à l'imagination. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était une très bonne réponse à l'organisation, peut-être surorganisée. C'est une façon de trouver l'adversaire. On s'amuse des fois à vous exagérer le défaut de votre adversaire. L'adversaire ne parle pas beaucoup, vous ne parlez pas. L'adversaire est lent, vous êtes encore plus long que lui. L'adversaire arrive en retard au rendez-vous, et ainsi de suite. Et vous changez, vous créez un effet miroir. Par le défaut que vous sublimez, le défaut de votre adversaire, il se voit et éventuellement il rentre parce qu'il essaye de vous corriger. Donc à ce moment-là s'instaure un dialogue. Vous ne pouvez pas tout ne pas avoir une négociation. La guerre, on négocie, parce que pendant qu'on négocie, on se voit quand même. Et se voir, ce que je fais quand même ordinaire, c'est très important. On ne peut pas parler de manière réglementaire, de prévention de interlocuteurs, on ne peut pas être dans l'immatériel et dans le virtuel. Donc pour les défauts, c'est pareil. C'est pas révéler, c'est pareil, c'est pas révéler le défaut pour le dire à gna, t'as vu, c'est pas nul. C'est avoir un comportement identique avec celui avec lequel vous allez travailler pour le mettre à votre niveau, pour que les deux personnes soient du même niveau. Et si vous êtes trop intelligent, trop bavard, trop rapide, vous allez tout de suite vous cacher, vous allez changer. Alors pour l'architecture, c'est très bizarre, si vous voulez, parce que on pourrait dire que c'est l'art, presque la technique la plus populaire, celle qui est la plus connue de tous, parce que c'est celle qui est pratiquée par tous. Et vous êtes tous, vous avez couché dans un lit, vous êtes dans une chambre, vous savez ce que c'est l'odeur d'une chambre, l'écho, le bruit de la rue, éventuellement, je sais pas, la chaleur, la lumière, tout. Donc, tout ça, toute la journée, que ce soit à l'école, dans les espaces publics, dans un logement individuel, ou bien dans votre intimité, tout ça, vous l'expérimentez tout le temps. Donc, vous savez, vous faites un regard de connaisseur, vous êtes un amateur d'architecture, vous êtes un connaisseur, et on ne vous demande pas votre avis. Et quand on vous demande votre avis, on vous demande votre avis sur un truc qui n'a aucun intérêt, c'est est-ce que vous aimez ça, est-ce que vous préférez ça plutôt que ça. Et en fin de compte, c'est pour faire un choix, plutôt un choix superficiel, c'est jamais pour travailler sur le fond. Et on pense même que l'habitant, celui qui habite, c'est une catégorie à part. On dit les habitants. Et comme si, d'un seul coup, il y avait quelque chose, il n'y a pas, les élus, l'élu est un habitant, votre professeur est un habitant, votre ami est une habitante, et ainsi de suite, en fin de compte, on est tous habitants. On est habitants de la Terre, et on est habitants de choses individuelles et de choses collectives. On est tous dans une même propriété partagée. Et quand on dit ah c'est un collectif, ça va pas marcher, c'est une copropriété avec les comptes, une copropriété, ainsi de suite. En effet, sur certains aspects, on peut dire que c'est tellement cristallisé une réunion de copropriétaires, c'est épouvantable. Je ne suis pas de colocataires. Mais sur les choses très importantes, on oublie qu'on a des copropriétés.
dont toute la voirie, l'espace public, est une copropriété démocratique, une copropriété sociale. On a bien des espaces que l'on partage et pour lesquels il y a quelqu'un qui est sur l'entretien. Quelqu'un qui entretient la voirie, entretient l'éclairage public, l'électricité marche ici. Imaginez beaucoup le nombre de personnes qui permettent que l'électricité marche ici. Quelqu'un qui est dans une centrale nucléaire, quelqu'un qui s'en est un poste de contrôle, je ne sais pas quoi, et c'est grâce à lui que la lumière est ici. Donc il faut tout le temps se remettre dans un état social, c'est ça le social et la société, vous se met dans un état social où on ne peut pas vivre seul, c'est impossible, on faut vivre avec les autres, et c'est pas sûr qu'on voit l'autre, mais on a quand même un maillon qui permet de le voir. C'est pour ça qu'il faut créer ce petit maillon qui est 1 plus 1 plus 1, et on rentre dans la chaîne. Bien sûr qu'on ne verra jamais tout le monde, on pourra consulter tout le monde, et peut-être qu'en consultant 1 plus soi, c'est déjà rentrer dans un point de vue différent du sien. 2, c'est mieux que 1. 3, peut-être que 100, c'est trop. Et donc, il va falloir, tout le temps, garder ce lien et entendre à l'infime, entendre la chose la plus infime. Et on n'ose plus le dire, on n'ose plus parler franchement des choses. Et moi, je ne peux pas vivre dans cet espace. Donc, je ne peux pas vivre, si vous êtes en cité universitaire ou autre, dans le transport en commun, dans un équipement public, ou éventuellement dans une colocation et tout, il y a des choses sur lesquelles vous pourriez agir tout de suite, parce que vous en avez la pratique, la connaissance, et vous pourriez expérimenter une modification de la chose que vous avez devant vous. Alors vous voyez, c'est pas la peine, on a déjà fait la preuve. Voilà, la chaîne, elle a 4 pieds, pas la peine de commencer à faire une chaîne. C'est faux. C'est-à-dire que pour pouvoir s'asseoir sur une chaîne à 4 pieds, il faut peut-être penser sur une chaîne. Et peut-être que le vêtement, l'attitude, le comportement fait qu'on est obligé de réapprendre à s'asseoir en expérimentant l'objet sur lequel on s'assoit. Donc, pour l'architecture, ça doit être comme ça, et ça n'est pas du tout. Et on apprend les choses, les fenêtres avec les fenêtres, les interrupteurs avec les interrupteurs, les ascenseurs avec les ascenseurs, les machins et tout, puis après, on dit de tout ça, on va faire un assemblage, et cet assemblage va être une architecture dont la forme va tellement ressembler à toutes les autres, on se demande pourquoi on a fait tant d'efforts. Pareil, pour les voitures, pourtant les voitures sont toujours avec 4 roues, et suivant la mode, suivant les crise, tu vois pas, la voiture change, vos vêtements, vous achetez tous des vêtements industriels, il n'y a pas une seule personne parmi vous là qui est habillée de la même façon. Donc, c'est tous des baskets, tous des t-shirts, tous des slips, tous des machins, des chaussettes, machin tout. Et on va faire un tas ici où chacun mettrait ses vêtements et on verrait que l'assemblage de ces vêtements, ce sont des assemblages très personnalisés, alors que chaque objet vient d'une technique de fabrication, de distribution, peut-être même d'un même pays, de Chine par exemple, et de Chine ça ne vient pas du même village, de la même industrie et tout, et donc il y aura une sensibilité dans le choix du vêtement ou de l'achat, peut-être vous allez être influencé, et au moment du port, vous êtes plus influencé, vous allez porter l'assemblage des choses à faire qu'il y aura une personnalité qui va donc choisir cet assemblage et faire que vous êtes tous différemment et vous êtes reconnaissables parce que vous êtes tous différents. Le vêtement est peut-être l'expression de différences cachées, de choses intéressantes. Et donc l'architecture doit être comme ça. Et elle n'est pas comme ça. Et si on dit elle est comme ça, on va vous dire ah mais ça va être l'anarchie, c'est trop compliqué, demander l'avis à tout le monde, machin, pas le temps, ça va coûter plus cher. Et tous les arguments c'est toujours non, 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 non et non. Et on continue à aller droit dans le mur. Voilà, je fais exprès de vous dire, vous avez vu en un mois, la situation politique change. Pour vous, pas encore totalement comme un Ukrainien, mais peut-être déjà un Ukrainien découvre ce qu'était peut-être 6 mois avant, une situation d'un Africain, d'un Iranien, tu vas voir. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. À un moment donné, ça vous arrive. Pourquoi on ne se sert pas de cette expérience? On ne dit pas maintenant. On pourrait s'appuyer sur la personne qui a fait avant moi, ou qui a suivi avant moi, elle pourrait
travaillé sur des migrants qui étaient à Calais. Donc, on les appelait les migrants, on les appelait les habitants. Ces migrants qui sont arrivés à Calais, pour tout le monde, il y avait un seul type de migrant. On pouvait même d'ailleurs le décrire physiquement, puisque quelquefois, on donnait un signalement, encore une fois, on a toujours un signalement identique. Alors, il y avait très peu de femmes, très peu d'enfants dans les signalements, il y avait toujours des hommes n'avaient toujours pas la même type. Et en fait, c'est très différent. Moi, je me suis rendu compte dans les camps, donc, qu'il y avait des architectes. Parce que si à un moment donné, il y a un drame en Syrie, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas d'architectes parmi les gens qui quittaient la Syrie. Il y avait même des médecins. Parce que des médecins riches, peut-être, qu'on peut passer par des réseaux qui permettaient d'aller directement au militaire. Mais il y avait des médecins jeunes, récemment diplômés, donc, ils sont passés par des voies normales d'atteindre par la route. Politique, d'ailleurs, les djihadistes ont pris le chemin. On avait eu un moment donné des groupes dans lesquels il y avait peut-être un médecin et un djihadiste qui remontaient pour faire un attentat. Donc, il faut toujours penser qu'il y a une population qui est constituée du bien, du mal, du beau, du laid, et heureusement, du bon, du petit. Et donc j'avais fait un inventaire des jeunes architectes d'ailleurs, qui habitent dans ce camp de migrants. Et on s'est rendu compte qu'il y avait donc des gens qui avaient déjà vécu un camp, qui avaient vécu un camp à Beyrouth, et qui avaient même été, d'ailleurs, quand ils étaient à Beyrouth, ils avaient été même organisateurs du camp. Il y a même certains qui avaient fait mis en place des cours d'art, peut-être retirer certains traumatismes psychologiques, qui avaient introduit l'art dans le camp. Et donc, oui, on aurait pu dire, puisqu'on a dans les migrants qui sont à Calais, quelqu'un qui a été l'organisateur d'un camp de migrants, mais pas les mêmes à Beyrouth, pourquoi on ne se sert pas de lui pour nous aider à organiser le camp de la jungle. Mais c'est toujours cette idée qu'on n'a pas de curiosité, on ne regarde pas le monde et on ne s'appuie pas sur la richesse. Alors, ça d'un petit très un but, si vous voulez, pour expliquer pourquoi, très rapidement, on a présenté la preuve Arsène. Voilà, moi, je suis. Ils n'entendent pas bien? Eh bien, il faut qu'ils se mettent au premier rang. Allez, venez vous asseoir par terre à côté de moi. Venez. Venez. Vous avez vu, quand il y a peut-être des... Quand il y a le face-à-face est vachement bien. Ce qu'on appelle le pic frontal. Au théâtre, quelquefois on fait du frontal, on fait du latéral. Il y a une place pour frontal, en fait le jeu. Et donc, moi je pense qu'on ne peut pas parler à quelqu'un si on ne voit pas ses yeux. C'est très important. D'ailleurs, il y a des gens de théâtre qui disent qu'au-delà d'une certaine distance, on ne peut pas jouer. Parce que il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas l'émotion vue par l'acteur qui joue, et il n'y a pas l'émotion vue de l'effet du jeu sur le public. C'est important. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais quelquefois, sur le trottoir, il y a quelqu'un qui commence, c'était un bonimenteur, ou un artiste, ou quelqu'un qui va introduire, et le cercle qui se fait autour de lui est un cercle magnifique, parce qu'il se régule naturellement, on ne mesure pas, et il est à peu près le même dans toutes les manifestations dans le monde entier. Et les premières petites églises, les premières mosquées, les premières synagogues et autres, tous les lieux qui nécessitaient la parole, a à peu près toujours cette même dimension. Et entre 6-7 mètres, si vous voulez, qui fait qu'il y a la distance pour créer la séparation entre la personne qui est bonimenteur et de celui qui écoute. Donc il faut pas être non plus l'un sur les autres. Et après, il y a un cercle qui se constitue, parce que, en effet, la voix a un angle, le son a un angle, et après, il y a une portée, là, dans laquelle la chose ne se fait pas. Et donc, voilà, ça, c'est un socle élémentaire de la vie, donc, comme s'asseoir, et un socle élémentaire qui est que c'est plus facile de se réunir en courbe qu'en droite. C'est plus facile d'embrasser, comme on dit, plutôt peut-être frontalement. Et ça, vous voyez, le résultat de ça, c'est le règlement.
C'est parce qu'on dit, alors pas pour Enguerrand, mais on dit que en cas d'incendie, la personne qui est au milieu de ce rang ne pourra pas passer plus que tant de personnes pour pouvoir accéder à la sortie. Donc sans s'en rendre compte, on a accepté qu'un règlement d'évacuation, un règlement pompier, a défini la forme d'une assemblée. C'est le contraire. On va faire une assemblée qui pourrait être justement harmonieuse, qui comprendrait comment elle se comporte en cas d'incendie, d'ailleurs comment elle aide la personne qui est elle, et non pas comment je me tire au plus vite, n'étant pas gêné par la personne. Donc, voilà, toute votre vie, ça sera ça, c'est à chaque fois que vous voudrez faire quelque chose, chaque fois que vous aurez envie de faire autrement, que votre imagination fonctionne, parce que votre imagination, elle est présente en vous, hein, et à chaque fois, on va diminuer la capacité imaginative. On va tout le temps considérer que c'est pas à nous de le faire, c'est pas à nous de le faire, c'est pas à nous de le faire, et on va donc petit à petit réduire votre imagination pour que vous soyez en compte aliéné à une pensée. Donc, tout le temps, lutter contre ça. Tout le temps, tout le temps. Ce que vous pensez à une réalité, ce que vous pensez peut être juste, et ce que vous pensez peut être entendu par un autre, et éventuellement rencontrer la pensée de l'autre peut produire peut-être une richesse de pensée, une richesse d'action que seul vous ne pourrez pas avoir. Donc c'est presque la règle que vous devez vous donner tous les matins. Le matin, on dit, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour être sûr que je vais maintenir ce que je viens de dire. Et qu'est-ce que je ne vais pas faire. Et donc, ne serait-ce que dire bonjour, parler, regarder le regard triste de quelqu'un, tempérer pourquoi cette personne attend quelque chose, qu'elle exprime d'une manière très infime. Donc, c'est devenu presque une règle. Tiens, aujourd'hui, je fais un effort, je regarde bien les gens dans les yeux, je regarde bien les gens qui ont un problème, et j'essaie de régler ce problème. C'est très particulier, si vous voulez, mais tous les matins, on va se lever. On va se lever parce qu'on va se dire, tiens, qui vais-je rencontrer aujourd'hui? Comme ça. Et quel va être le cadeau de cette journée? Et non pas, voilà, ce qui va se passer. Alors, et d'ailleurs, vous devez le voir avec un enfant, vous prenez un enfant, vous avez un enfant dans les bras et tout, et pourquoi des fois vous avez un enfant dans le métro, un qui regarde un autre adulte, qui le regarde avec assistance et qui ne regarde pas tout le monde. C'est même des fois très intimidant. Quand vous avez fait un enfant comme ça, peut-être, il voit un regard dans le métro, et même il fait un sourire. Et il n'a pas, c'est comme quand on est amoureux, il n'a pas regardé tout le monde, et comme ça, tac, tac, à un moment donné, soit le sourire, soit la douceur du regard, fait qu'il a compris et il le regarde. Donc tous les matins, et l'architecture, elle doit être l'expression de ça. L'architecture, elle est l'expression de la vie sociale. Et moi, je dis toujours, quand on voit l'état dans lequel on a mis la ville et l'architecture, on voit qu'elle est l'expression d'un grand désordre social, d'un grand traumatisme social. Il ne faut pas s'étonner d'une telle haine, des fois développée, d'une telle violence développée dans cet environnement. Alors, pourquoi je reviens sur la preuve par 7? Donc, j'ai expérimenté toute ma vie. La première, c'est que j'ai quitté l'école. Peut-être que c'est pas une chose comme ça. Mais je me suis rendu compte que, je ne sais pas, c'est pas que j'apprenais plus, mais j'avais envie d'expérimenter. Mais en quittant l'école, en fin de compte, j'ai eu toute ma vie un complexe de ne pas avoir été assez longtemps à l'école. Et c'est un peu pour ça que j'ai fait toute ma vie l'école. Toute ma vie, en fin de compte, j'essaye d'apprendre tous les jours parce que j'ai un complexe. Mais peut-être que j'ai manqué quelque chose. Dans l'école, et donc, en confrontant tout le temps l'acte et la pensée, en disant, tiens, tel acte, je l'ai fait intuitivement, mais est-ce que si je l'analyse cet acte, est-ce qu'il renvoie à une pensée générale? Je n'ai pas fait un truc comme ça. Donc, mais tout le temps l'acte et la pensée, la main et la tête et tout, j'ai fait ça toute ma vie, et on me reprochait, les gens qui travaillaient avec moi, pas, mais ceux qui étaient à peu près, vous avez le même métier que moi, me reprochaient d'être désordonné et d'être, de tout traiter. Que tous les sujets m'intéressaient et qu'on ne savait pas ce que je savais faire. Pas faire de la santé, du commerce, pas faire un logement et je sais pas, une école. Alors, on me reprochait deux choses.
un champ trop large, donc, désordonné, désarticulé même, certains disaient sans colonne vertébrale, et on me reprochait que je m'intéressais à toutes les échelles. Je pouvais m'intéresser à une chose qui était toute petite, avec le même souci que la grosse ou la grande, et je pouvais m'intéresser à des choses qui étaient sur le temps très long, comme des choses qui étaient très rapides. Et d'ailleurs, on m'a souvent qualifié, bon, en fait, ce que tu fais, c'est de l'éphémère, ça n'apparaît pas, ça disparaît et tout. Et donc, il y avait toujours cette critique, et où es-tu, on n'arrive pas à te saisir, et comment on n'arrive pas à t'attraper. Donc, un peu, pas à la fin de ma vie professionnelle, mais presque, on m'a proposé de faire, d'être le représentant de la France au pavillon français à la Biennale de Venise, et donc une biennale d'architecture tous les 2 ans. Une année c'est art plastique, une année c'est architecture, et on me propose d'être le représentant de la France contre toute attente, parce qu'on n'arrêtait pas de critiquer ce que je faisais, et on me propose de prendre ce qui s'appelle le commissariat de l'exposition du pavillon français à la Biennale de Venise. Bon, j'y ai vu quand même une certaine malice, si vous voulez. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, on savait que ça allait faire moins cher, que éventuellement ça allait permettre peut-être d'empêcher un autre de le faire. On ne va pas rentrer dans ce qui pourrait être l'amertume et le ressentiment. J'ai accepté. J'ai hésité, je me suis donné 2 mois pour décider, et j'ai accepté. Et j'ai accepté sur quelque chose, oui, qui renvoie à ce que je viens de vous dire. On m'a demandé ce que j'allais traiter, et j'ai dit, je vais traiter de l'habitat, de l'habitant, de l'habité. Mais c'était mieux de dire d'habiter, donc de traiter de l'habiter. Et c'est assez drôle, je suis passé dans le jury de confirmation, double, ministère des Affaires étrangères et ministère de la Culture. J'ai expliqué ce que j'allais faire, que j'allais donc travailler sur l'habiter, et tout le monde a accepté. Et quand j'ai commencé à rentrer dans le projet et que j'ai fait un inventaire de ce que pourrait être l'habiter à Venise, il y a quelqu'un qui a dit, mais attendez, je ne comprends pas bien. Vous êtes en train d'acheter avec l'argent du ministère de la Culture et des Affaires étrangères des matelas, des oreillers, un frigidaire, de la vaisselle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'argent public ne peut pas être dépensé pour des choses aussi futiles. Alors j'ai dit, je ne comprends pas bien. On parle d'habiter et je ne peux pas habiter le pavillon. Ah ben non, vous n'avez pas d'habiter le pavillon. Je vous ai dit que j'allais parler d'habiter, d'hospitalité, donc je vais habiter le pavillon et je vais accueillir des gens qui, habitant avec moi, on va parler d'architecture. C'est le but quand même d'une grande manifestation qui est autre que de faire de l'informatique, que de communiquer. C'est encore à ça, des foires, des boîtes de nuit, les heures de se rencontrer, de se voir. Alors, c'était un long débat, et un jour je dis, mais attends, est-ce qu'un ordinateur, j'aurais le droit d'acheter un ordinateur? Oui, vous allez m'expliquer en quoi un ordinateur est plus près de l'habiter qu'un frigidaire. Si vous arrivez à me démontrer que les deux choses n'appartiennent pas à la même famille, ben, j'accepterai. Et donc, après ça, on dit, oui, non, il y a une prise, c'est sûr, il y a un programme, on achète, le contrôleur financier, etc. Et le mec qui a été dans ma après, il me dit, écoutez-moi, faites exprès. Alors, on a décidé, deuxième chose, c'est qu'on habiterait le pavillon, que j'habiterais le pavillon. Et que, comme je viens de vous le dire, j'avais choisi 2 personnes avec moi, une ancienne étudiante qui était mon assistante, Sonia Lu, qui a accepté, et une ancienne personne que j'avais rencontrée dans un théâtre qui savait tout faire. Et quand on sort dans un théâtre, il y a une panne, il y a l'électricité de la commune et tout. Donc Raph qui avait décidé donc, que je prendrais Raph avec moi et Sonia. On habiterait, mais qu'on donnerait à d'autres. Le truc, je reçois, je le donne à quelqu'un d'autre. C'est recevoir quelque chose et c'est le rendre. Et un don dans les sociétés collectives, c'est un don qu'on est content de recevoir. C'est une chose que l'on rend parce que, comme le regard de l'enfant, on regarde un enfant, il est surpris que vous le regardiez avec amour, il vous le rend. Vous l'avez vu dans votre vie, l'amitié amoureuse vous rend les choses. Quand j'avais dit, j'inviterais des architectes qui n'auraient jamais le droit, à qui on n'aurait jamais le pavillon de la France,
Ils sont trop jeunes. Donc je n'inviterai que des architectes jeunes, inconnus. D'ailleurs, on a vu un ce matin, je crois, parce que c'est Pierre Schneider, en 2024, a été mon premier allié sur cette opération. Je connaissais Pierre, j'ai dit, Pierre, est-ce que toi tu accepterais de faire une bâtiment avec moi? Et donc, j'ai redonné quelque chose, vous voyez, comme si j'étais un passeur que peut-être le ministère de la Culture n'était pas capable de trouver. Il fallait qu'il y ait un intermédiaire qui rencontre quelqu'un de plus petit. Et donc, ça a été une chaîne sans fin, et nous avons été donc les seuls pendant 3 mois à habiter le pavillon. Que les pavillons, on les fait, on les inaugure, tout le monde se tire, après il y a un mec à l'entrée pour surveiller le machin, et plus personne, fini. C'est voilà, on met des panneaux, des plans, éventuellement des photos, mais on ne prend rien, ça ne sert à rien, et tout, alors que nous, on rentrait, les gens faisaient la vaisselle, on se réveillait, on faisait le ménage, il y avait d'autres qui arrivaient, qui accueillaient, certains qui partaient, on faisait leur pactage, et moi j'avais décidé de n'être que l'équivalent d'un gérant d'un hôtel Ibis, d'un Formule 1, pardon, qui était de dire, pendant qu'ils ne sont pas là, je fais le ménage et je fais le linge. Donc, les machines à laver, je suis avec les draps et tout, j'étendais le linge dans le pavillon, donc tout le temps on allait voir en disant, écoute, c'est pas bon pour l'image de la France, il y a des draps qui sèchent, donc et on s'est rendu compte qu'il y avait donc des pays qui n'avaient pas de pavillon. La France a un pavillon, la Belgique a un pavillon, le Danemark a un pavillon, l'Italie a un pavillon national plus. On s'est dit, on va faire que des jours, ce pavillon sera un pavillon de gens qui n'ont pas de pavillon. Donc il y a des Cubains qui sont passés, des musiciens, des architectes, et ils sont tous comme ça. On dit, bah, tiens, demain, c'est un pavillon de Cuba. On a marqué Francia, on a fait le Montreuil, Cuba, on a fait Mali. Donc aucun pays africain n'a un pavillon. Et on parle d'architecture, de réchauffement climatique maintenant, et d'urbanisation, de métropole, il n'y a pas de pavillon. Donc ça veut dire que l'Afrique, il n'y a pas de pavillon. Alors, ça a été à un moment donné le pavillon des pavillons. Et on était les seuls, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Wi-Fi. Donc on était les seuls à demander la Wi-Fi, il fallait déjà demander la Wi-Fi, parce que, comme on y habitait, il fallait qu'on puisse travailler. On travaillait dans le pavillon. Donc, non seulement on habitait, mais on travaillait, on mangeait, on accueillait. Et donc le fait qu'on soit avec la Wi-Fi, c'était un peu le matin comme tous les autres pavillons, venaient à côté de l'autre, tous les gens qui étaient à la venaient à côté de l'autre pour pouvoir répondre là-dessus. Donc on avait presque assis par terre, autour du pavillon français, comme je vous dis, en concert, des gens qui n'avaient rien à voir avec le pavillon français, mais qui s'approchaient du pavillon français pour pouvoir communiquer avec le monde entier. Et ce sont des exemples qui ont complètement perturbé la Biennale. Et comme moi je voulais que la Biennale soit gratuite, parce qu'il y avait des tas de gens modestes qui ne pouvaient pas accéder à l'architecture, et que quand on a un mécène, le mécène a le droit d'avoir des billets gratuits pour faire rentrer ses invités. Donc moi j'avais inventé le mécène à 1 euro, donc, comme l'entrée est plus qu'1 euro, donc tous ceux qui rentraient se déclaraient mécènes du pavillon français. Donc arrivé au pavillon d'accueil, ils disaient on est mécène du pavillon français. Avant vous avez fait comment? Il me donnait un nom, mais j'ai pas votre nom. Inscrivez-moi sur la liste. Alors, on avait un registre de tous les mécènes français, ils donnaient 1 euro, on et on a fait rentrer, vous voyez, pour le 10e du prix, plein de gens, et en même temps on les a associés, parce que l'argent qu'on récoltait, on s'en servait pour payer le vin, et des choses qu'on servait. La règle, que je connais, c'est à tout moment, quelqu'un qui rentre dans le pavillon français, au moins quelqu'un de chez nous va le regarder dans les yeux et voir ce qu'il attend. Donc ça pouvait être s'asseoir, parce que c'est facilement, boire un verre d'eau, boire un café, voire éventuellement coucher. On a fait 1200 nuits, parce que les gens qui ne pouvaient pas coucher, tout. Donc vous voyez que la personne, elle voyait des lignes, elle demandait si elle pouvait coucher et tout. Donc il fait une sorte d'auberge. Alors tout ça, vous voyez, il faut dire que on est devenu habitants, dans la diversité des habitants, et pour parler d'architecture, donc le but était d'habiter, oui, presque tout. Après la Biennale, je n'ai pas été le même. Comme j'ai rencontré plein de très jeunes architectes du monde entier, voire des Français que je ne connaissais pas,
j'ai décidé d'arrêter et d'arrêter tout complètement et de mettre au service d'une cause de ce type, une sorte de cause un peu d'enseignement sur le terrain. Donc j'ai créé ce qu'on appelle une université foraine et de dire là où il y a un sujet, il peut y avoir un sujet, il y a un cataclysme, il y a un sujet. Le sujet, c'est vraiment que les gens puissent les loger, les soigner, et ainsi de suite, raccorder l'eau, remettre. Et donc, d'un seul coup, cette nécessité amène que le sujet est compris par tous. Et donc, j'ai essayé de dire, on va prendre sur le territoire des sujets qui ne sont pas traités, mais dont les sujets réuniraient des gens qui empêchent de faire. Et on ne peut pas le faire, c'est dangereux, on ne peut pas faire ça, pas l'argent, voilà, tout ce que je vous dis. Voilà. Donc, j'ai commencé à regarder sur le territoire où il pourrait y avoir des sujets. J'ai travaillé avec des jeunes architectes qui étaient donc incompétents, et donc j'ai développé cette idée de la force de l'incompétence et de la faiblesse de la spécialité. Je veux dire, c'est parce qu'on est surspécialisé, on n'ose pas faire. Je pense que voilà, dans sa spécialité, on peut faire, et comme le sujet déborderait de ma spécialité, alors je ne fais pas, parce que je n'ai pas l'ordre. Donc j'ai travaillé sur l'incompétence comme une puissance de l'imagination. Alors, pour être plus aimable, j'appelais ça la candeur, la jeunesse, mais quand même, c'était cette idée d'incompétence. On se considère incompétent alors qu'on est suffisamment compétent pour attaquer le sujet. Alors j'ai fait sur le territoire, je me suis déplacé comme ça, et on en a fait une université où on a considéré que les laboratoires dans les universités de recherche sont en général hyper spécialisés, surspécialisés, voire éventuellement hermétiques, pour être sûr que le directeur du laboratoire se protège par le sujet, ou dont il est seul à maîtriser le sujet. Donc il va pouvoir avoir pour lui les quelques doctorants qui vont compléter sa voie, et il ne va pas se faire manger par un point de vue critique de quelqu'un qui trouverait mieux que lui. Et donc c'est terrible parce que la recherche, elle perd de son énergie et elle se referme sur elle-même, elle se méfie de l'autre, et pas tout le temps dans un mouvement d'allant pour entraîner d'autres, parce que le but de la recherche, c'est d'entraîner d'autres, c'est de donner de la puissance à la recherche. Et donc j'ai commencé à dire, on ne va pas aller tenter de changer l'université, mais on va demander à des laboratoires universitaires qui sont intéressés par le sujet que l'on a sur le terrain, de venir nous rejoindre pour un temps donné en fonction de l'hyperspécialisation qu'ils ont dans leur laboratoire. Alors je donnais toujours comme exemple, vous savez, un très grand chercheur au Collège de France, qui est un anthropologue, il a son laboratoire de recherche sur son sujet, donc au Collège de France, mais pour étudier au Collège de France, il a le terrain. Et donc c'est pas parce qu'il va sur le terrain, et pas parce que Claude Lévi-Strauss, là, dans les îles Samoa, habite sous une tente, se fait piquer par les moustiques, et parle avec des gens qui ne connaissent pas la langue. On n'appelle pas ça une recherche-action. On ne dit pas c'est une recherche de terrain, une recherche socio-culturelle, une recherche de fond. Et il ramène ce qu'il a vu dans son laboratoire pour s'extraire de la chose qu'il a vue trop près, pour justement la généraliser, voire la théoriser. C'est ça le but. Il faut la théoriser pour la rendre générale. Donc il faut avoir vu un détail, ce détail l'isoler, l'analyser, le théoriser pour le rendre général. Et s'apercevoir en effet que c'est mieux d'avoir 4 pieds pour une chaise. Mais il fait quand même un peu vérifier tout le temps. Alors, après avoir fait ça, je me suis dit, je fais ça pendant 7-8 ans. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit, écoute, nous on est un peu fatigués, là, vous dormez à droite, à gauche, comme ça. On a un peu une perte de résultat de ce qu'on trouve. Est-ce qu'on ne pourrait pas se fixer pour un temps plus long? Et donc, j'ai voulu travailler sur ce qu'on appelle le temps long. C'est-à-dire de dire, en gros, il n'y a pas d'échéance. La vie, elle a une échéance à la mort. Et quand vous vivez, vous ne dites pas tous les matins, vous ne comptez pas, vous ne faites pas de croix. Non, il ne reste plus que quelques jours pour vous, parce que vous ne savez pas quand vous vivez. Mais il y a pourtant une échéance à la mort. Et le temps long n'inquiète personne. Ça peut inquiéter à la fin d'une vie, si vous voulez, qu'il y a vraiment des choses, il ne reste plus beaucoup de temps pour le faire. À votre âge, ils ne pensent pas, heureusement, si vous pourrez faire. Donc je me dis, je vais m'inscrire dans le temps long avec des gens jeunes, et je vais m'inscrire sur un territoire français, y compris le territoire ultramarin, le département d'outre-mer, et je vais installer donc à chaque endroit une équipe
qui, comme une équipe de chercheurs, s'installant sur le terrain, travaille sur un sujet, rapporte son sujet aux autres, mais on ne relie pas les sujets entre eux. Et on ne fait pas de tout ça le holding, il y aurait X territoires travaillant avec nous. Alors on a travaillé presque un an pour savoir comment mettre en place cette opération. La première chose, c'est le mot preuve. Faire la preuve que. Comme vous savez, si on vous interdit de faire quelque chose, parce qu'on a fait la preuve que, éventuellement un bâtiment avec un plafond comme ça, avec un incendie comme ça, le plafond tombe et ça tue les gens. Il y a eu un élément qu'on a pu ajouter à la preuve que. Et quelquefois, peut-être la preuve que, en ayant fait autrement, on a évité de dépenser quelque chose et on a quelque chose qui est naturel. Donc, on voulait mettre le mot preuve, le mot cas, et il y a le cas. On fait la liste de cas. Et quand vous regardez, même si vous regardez un jour un procès et autres, vous allez voir qu'un avocat, il va donc s'appuyer sur des cas identiques pour justifier que le cas-là pourrait avoir le même jugement que le cas précédent. Je veux dire, dans ce cas-là, à tel endroit on a jugé ça, ça veut donc dire que, bon, en effet, il a tué quelqu'un avec un tournevis, mais il n'avait pas l'intention de tuer, parce que quand on prend un tournevis, on sait plutôt pour dévisser que pour tuer. Donc, il faut dire qu'il y a une jurisprudence qui dit, c'est vrai qu'une arme, il y a l'intention de, le tournevis, il n'y a pas vraiment l'intention de, donc c'est pas qu'il faut excuser tous les gens qui tuent le tournevis, mais c'est de dire, est-ce que déjà d'en parler, de dire que le tournevis peut tuer autant que le pistolet, mais avec le tournevis, on ne tue pas. C'est encore plus anormal de tuer avec un tournevis qu'avec un pistolet. Au moins, un pistolet, il a quand même fait pour tuer, c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué, et vous allez nous protéger avec le pistolet, et en fait, vous nous protégez de la tue. Donc, c'est le jugement du cas qui fait qu'on veut vivre ensemble. Alors, j'hésitais entre le mot preuve et le mot cas, ou le mot jurisprudence. On dit, tiens, dans tel cas, on a jugé comme ça, et à côté de la loi, il y a une jurisprudence qui dit, oui, mais, voilà, dans ce cas-là, c'est pas du vol. Dans ce cas-là, c'est peut-être de l'intérêt général que d'avoir pris cette chose qui pourtant n'était pas à lui, mais en apprenant, il a empêché de. Alors, on voulait mettre preuve, cas jurisprudence, donc on a pris preuve. Et après, on a analysé tout ce que j'avais fait seul ou avec d'autres, et qui nous était reproché, c'était la notion d'échelle. Donc, on a dit qu'on va travailler sur les échelles les plus larges possibles, et dont on ne les perçoit jamais comme étant séparées. Quelle est la plus petite échelle démocratique? La plus petite échelle démocratique, celle qui permet, dans une société démocratique, de pouvoir élire un collectif qui correspond à une diversité. Donc, c'est ce que je vous ai proposé tout à l'heure. Et, en dessous d'un certain nombre, il n'y a pas assez de diversité pour qu'il y ait une représentation d'un point de vue général, ou une représentation déléguée à quelqu'un. On va dire, là, on est 4, un parmi nous 4 devient maire d'une commune, les 3 autres, voilà, d'abord il ne peut pas faire un conseil avec 4, ensuite il ne peut pas avoir point de vue des 3 autres. Donc la plus petite unité démocratique du système républicain français, c'est 50 habitants. En dessous de 50 habitants, il n'y a pas de diversité. Donc, c'est-à-dire, le village, en dessous de 50 habitants, il n'existe plus, il est à un nom, et il n'a pas de représentation. On va dire, on va prendre de 1 à 36 000 puisqu'il y a 36 000 communes en France. On est compte que la France a la moitié des communes européennes. Il y a 60 ou 80 000 communes européennes, et la France en a 36 000. Et on dit tout le temps, la France est ingérable, c'est à 36 000 communes. Peut-être que la France, d'ailleurs, est démocratique parce qu'elle a 36 000 communes. Et peut-être qu'à vouloir supprimer les communes et les remplacer par des associations, par des sociétés civiles, des ONG et autres, l'ONG, elle existe parce qu'il n'y a pas d'organisation gouvernementale. Donc on va parce qu'il n'y a pas. Ici, il y avait une organisation gouvernementale, il n'y a pas besoin d'ONG. Donc on peut dire que nos communes, ce sont des ONG démocratiques. Alors on a pris la plus petite, le village, 50 habitants. Il y en a pris la plus grande et la plus absurde dans le système français. Il y a le département d'outre-mer. Donc la France a été décolonisée ses territoires. Elle a gardé, pour des raisons stratégiques, des territoires ou des départements qu'elle a gardés, alors que voilà, c'est quand même assez incohérent. Appliquer une loi française
territoire français à Mayotte, par exemple, et ça pose problème. Je vous en donne un exemple tout à l'heure, ça pose vraiment problème. Et puis, c'est même pas nommable. Vous nommez le règlement français, c'est une république, et donc, vous pouvez dire que le département d'outre-mer appartient à la république, rien que de le nommer, même si vous l'énonciez auprès d'un Mahorais, mais qui attend, de quoi il parle. Ça n'existe pas chez nous. Par exemple, à Mayotte, il n'y a pas de propriété foncière. On peut construire sur une propriété qui est sur un seul facile, il n'y a pas de propriété foncière. Donc déjà, vous avez tout sur la propriété dans le code civil est inapplicable. Donc on voit bien qu'il peut y avoir un département français appartenant à une république, il peut y avoir un cas particulier qui révélerait que tout n'est pas vrai. Alors on a pris le petit, le très grand, et entre les deux, on a mis le court, c'est pas pas isolé comme ça, correspondant au modèle d'école, par exemple. On a pris après la ville française classique, entre 30 et 50 000 habitants. Après on a pris la métropole, et la métropole, pas les grandes, pas les 5 grandes métropoles françaises, qui sont presque des sous-capitales, et les autres métropoles sont des métropoles régionales de petite taille, qui souffrent terriblement de la métropole, pas les mêmes. Après, on a pris la commune de banlieue, qui, elle, est noyée dans un ensemble, et elle n'apparaît plus comme une entité administrative et démocratique. Elle est noyée, on parle du Grand Paris, on ne dit pas que c'est constitué de 300 communes. Donc, c'est ingérable. Et après, il manquait un septième, on a pris un cas répété. Quel pourrait être le cas répété en architecture qu'on doit étudier et qui pourrait servir de maquette. Alors, il y avait l'école fermée, la gare fermée, le centre commercial fermé, voilà. Peut-être même l'agence bancaire fermée. Et quand la BNP ferme cette agence, il y a du jour au lendemain 6000 agences fermées qui vont produire donc un appauvrissement de la rue commerçante. Et pourtant, ces 6000 agences sont chauffées, éclairées, habitables. Et on n'y penserait jamais pour dire qu'on a 6000 logements handicapés libres du jour au lendemain, parce qu'ils sont rez-de-chaussée. Peut-être on a 6000 logements de personnes âgées qui pourraient vivre en petits collectifs qui se trouveraient sur un rez-de-chaussée. Et on devrait dire que voilà, il est chauffé, éclairé, accessible aux handicapés, à tout. Alors on a pris la gare, parce qu'il y a 3000 gares françaises qui sont fermées, parce qu'il n'y a plus de train. Elles sont fermées et la SNCF ne veut pas les vendre parce que ces 3000 gares, bien qu'on incite la SNCF à vendre du foncier pour pouvoir renflouer le déficit de la SNCF, et ces 3000 gares, elles ont une particularité, c'est qu'elles ont une valeur nulle sur le plan immobilier. C'est-à-dire que si on les met en vente, elles valent zéro. Et donc la SNCF n'a pas à se déposséder d'un bien pour zéro. Alors, même si ça nous coûte cher d'entretien, mais il ne faut pas le faire. Donc plutôt que de les prêter, je les prête et je garde la propriété, on va faire le muret et les gares sont dégradées. Voire même, elle n'a pas une valeur nulle, elle a une valeur négative. Pour le mettre sur le marché, il faudrait donc y faire des travaux, il faudrait investir pour la vente. Vous voyez, des fois, il y a des situations absurdes. Alors quand on a pris ces 7 là, on a décidé d'installer sur les 7 un collectif qui ne s'occuperait que de ça, un collectif de chercheurs et qui habiterait sur place. C'est-à-dire, en gros, c'est une permanence architecturale qui ne traite que de ce sujet et l'obligation, c'est d'habiter l'endroit où le sujet est fait. C'est-à-dire, maintenant, je viens une fois par mois, je regarde un peu comment ça se passe sur place, je donne des directives et je forme. C'est de s'imprégner complètement du sujet. Alors, c'est ça qui a été le plus dur, si vous voulez, parce qu'il a fallu choisir les 7. Donc, j'ai fait un tour de France avec un copain là, jusqu'à temps qu'on trouve un maire volontaire, qui veut faire l'expérience sur son territoire, par le collectif, un acteur social local comme relais pour la connaissance du terrain, et un constructeur, aménageur, promoteur, qui est d'accord pour expérimenter sur le terrain. Quand on avait ce trio, on a signé une convention, on a installé la permanence, et cette permanence donc avance avec un temps très long, parce que quelquefois c'est simplement mettre en place des crédits pour, quelquefois c'est reposer la question du sujet, quelques questions mal posées, et qu'en reposant la question, on éclaircit la question, et en éclaircissant des fois même on annule. Donc c'est ça qui est assez drôle, ça peut arriver. Là, vous avez programmé quelque chose, entre-temps il y a des
arrivent, et les événements arrivent, annulent la question. On ne repose pas. Vous l'avez vu pour Notre-Dame-des-Landes. Il y a 50 ans, on décide de faire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Donc, il y a des outils administratifs, financiers, machin et tout. Pendant ce temps-là, la SNCF développe le TGV. Et quelque temps, le TGV porte à porte pour aller à Nantes est plus rapide que l'avion Paris et le monde atlantique. Et le prix identique, et peut-être même sur le plan carbone, c'est un prix double, sur le plan des nuisances sonores, c'est un prix cube, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on a décidé de faire Notre-Dame-des-Landes, et on est entêté, et on ne veut pas lâcher, on veut passer pour un con. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre les terrains que j'ai expropriés à les agriculteurs, parce que j'ai décidé de ne pas faire pas. Aucun élu politique n'arrive pas à faire ça. Donc seule la société civile peut le faire, des gens comme nous sont occupés. Ils ont démontré que c'était une connerie. Le début, c'était peut-être idéologique. Après, c'était une vraie connerie. On était d'accord, mais comment sortir de ça? Donc on a aidé, nous, un truc où vous pouvez communiquer entre des zadistes et le préfet. Le préfet qui a été comme ça. Et moi, j'ai longtemps discuté avec elle. Tu ne peux pas prendre une décision de négocier si tu ne rencontres pas les zadistes. Puisqu'on te dit qu'il faut qu'il n'y ait aucun mort. Il faut qu'il y ait des zadistes, pas que des gendarmes. Tu vois les gendarmes, pourquoi ils reçoivent des autres comme ça, et tu vois les zadistes, ils discutent comme ça. Et après, il faut que tu fasses rencontrer les deux parties. Et en faisant rencontrer les deux parties, elle s'est mis à dos le parti zadiste, le parti gendarme, mais ça empêche que les 600 hectares qui avaient été imperméabilisés pour faire un aéroport qui n'aurait pas marché, donc qui aurait eu un déficit, qui aurait exigé l'État de combler le déficit du concessionnaire qui est ici. Donc si on faisait le bilan de l'économie que les zadistes ont apporté à l'État français, on devrait leur donner une rente à vie. On les fait chier pour payer des loyers et tout, et on doit leur donner une sorte de bourse d'avoir, en effet, aidé à prendre une décision ni politique ni technique. Donc apparemment des gens incompétents, mal élevés, mal habillés, mal formés et tout, ont eu une intuition qui s'est révélée juste. Et vous vous rendez compte que la préfète, elle n'a pas pu donner des baux d'exploitation commerciale parce que certains zadistes, bien sûr, voulaient faire de l'agriculture sur ce terrain qui, du temps, il y a 50 ans, c'était une terre humide, personne ne voulait cultiver des terres humides, on les a expropriées bien, aujourd'hui, c'est pour ça que les terres humides, c'était mieux que les terres sèches. Et donc, au contraire, le fait de la culture de terre humide à petite échelle, c'est une expérience très intéressante pour l'avenir. Donc, on pourrait dire que les zadistes ont permis de réfléchir sur ce que c'est que cultiver, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, par nécessité. Vous vous rendez compte qu'elle n'a pas pu signer un bail d'occupation agricole parce qu'il n'avait pas de diplôme d'exploitant, alors qu'il travaillait justement sur une expérimentation d'une autre agriculture. Donc c'est absent. Mais elle l'a obtenu. Elle a fait obtenu, à un moment donné, peut-être que l'enseignement de l'agriculture, tel qu'il est fait au lycée agricole, dans les écoles d'agriculture, il va dans le mur, certains le pensent, il va dans le mur, et peut-être qu'en effet, il va avoir besoin d'une alternance. Et avant qu'on change le système, peut-être de l'éducation nationale, pour l'enseignement de l'agriculture, c'était bien de s'appuyer sur l'expérience de gens qui l'ont fait sans compétences, par intuition, par expérimentation, qui peuvent apporter ce savoir pour permettre de faire de l'agriculture. Vous voyez, je pourrais vous en donner des centaines d'exemples comme ça. Ce n'est pas le militant qui s'enchaîne, qui a à tout le monde et tout. C'est à un moment donné par nécessité, et par d'ailleurs plaisir de vivre, tout simplement, et par plaisir d'être un acteur du monde, devrait faire des choses qui paraîtront anormales, de courage et de pugnacité de faire. Pour cela, il faut réunir, et il faut communiquer, échanger sur ce que nous faisons. Voilà. Alors, on pourrait prendre un autre exemple. Dans le petit village de 50 habitants, quel est le problème d'un petit village de 50 habitants? De mon temps, dans un petit village de 50 habitants, il y avait les 3/4 des fermes ou des bâtiments agricoles qui étaient abandonnés. L'agriculture était déjà en déclin. Et donc, quand vous alliez dans un village, c'est dans les Alpes de Provence, les paysans étaient ravis de donner
à des jeunes un habitat gratuit, et en disant, nous au moins ça va produire de la jeunesse, un peu de fraîcheur et tout. Moi j'ai eu une maison dans les Alpes de Provence, je payais 400 francs par an, une très belle bergerie, et j'étais très content parce que on allait avec les enfants, des machins. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout est acheté, fermé, caméra, chien méchant, barrière, et donc quelqu'un qui voudrait, dans un petit village de 50 habitants, exercer un métier lié à sa position géographique, un berger qui est un enfant du pays, qui veut aller dans ce village-là parce que, allez, il aime ce village. Il n'y a aucune maison qui lui permettrait d'habiter pas cher, on appelle ça social. Alors, ce berger qui dit je veux un logement social, il y a une loi qui dit en France qu'il faut la mixité sociale, il faut donc que toutes les communes aient 20% de logements sociaux. Vous voyez que l'application de la loi exigerait d'un village de 50 habitants qu'on construise donc automatiquement un logement social. Mais vous ne trouverez aucun organisme HLM qui a l'habitude de construire des centaines, voire des milliers de logements, de se déplacer pour un logement. Mais vous l'appelez, vous l'entendez. Pour un logement, je n'ai pas, c'est rentable. Mais bien que sa mission à lui n'est pas une mission rentable, c'est une mission d'intérêt général. Mais comme on l'a mis dans un système de rentabilité et tout, il dit je ne suis pas rentable. Et si vous vous dites, puisque tu ne viens pas, je le fais moi-même, vous ne pourrez pas accéder au crédit ou à la subvention que lui, parce qu'il est organisme social, vous ne pourrez pas. Vous allez dire, moi là, je suis habitant, tiens, j'ai envie de l'autoconstruire sur le logement social. D'ailleurs, même, je suis même au chômage, et d'ailleurs, ça me permet d'avoir un emploi. Je suis un maçon au chômage, je suis un maçon dans des prises et tout. Je pourrais avec ça construire un logement, et d'ailleurs, je construirais avec cœur, parce que je construirais lentement, et puis je connais l'endroit, je connais le climat, et puis, vous ne pouvez pas. Et donc, j'ai déjà fait ça dans un village en Ardèche. J'ai mis 11 ans pour faire 3 logements rentables. Et là, ça fait déjà 5 ans, et on est à 2 doigts d'y arriver, puisque hier, je ne sais pas si vous étiez là, mais il y a eu un prix de reconnaissance qui s'appelle AENIL. Ce village a donc postulé, et on a été retenu parmi les 97 lauréats. Donc, peut-être que ce label AMI va permettre, c'est les jeunes architectes qui ont fait ça, on va pas savoir, et permettre d'avoir un autre label qui nous permettra de regarder de manière expérimentale comment une petite commune, voire un habitant de cette commune, peut être constructeur d'un logement bon marché, dont le loyer du coup, si le logement peut marcher, le loyer sera social. Et il pourra peut-être même d'ailleurs construire un logement avec un confort préparant une crise énergétique que vous allez vivre, en se disant, mais c'est possible que peut-être qu'un logement, on n'ait pas besoin de faire toutes les pièces à la même température. Il est possible qu'on puisse faire un chauffage de bois, pour les pièces communes, et qui, quand même, 3 mois par an, ça existait jusqu'en 1950, ce système que je dis avant pas. Et puis l'été, c'est formidable, on a des pièces fraîches. On a des pièces qui sont des pièces tampons, des pièces fraîches. Peut-être qu'on pourrait réinventer un confort thermique vernaculaire, qui s'appuierait sur un savoir-faire local, qui serait supérieur au règlement national, ce qu'on appelle la RT 2025. Voilà, il y a une loi inapplicable. Il faut réduire les fenêtres, parce qu'il y a du froid. Alors maintenant, les logements sociaux, c'est déjà inhabitable, les fenêtres sont petites. Et ensuite, il ne faut pas les orienter à quel endroit, il faut les orienter pour profiter du soleil, par exemple. Là, on peut dire, il y a des rues entières qui ne doivent plus être habitées. Tout le trottoir de droite, Champs-Élysées, le pont de ferme, il est plein d'or. Alors, vous voyez, c'est des trucs qui sont totalement absurdes. Et je pense que c'est à vous. C'est à vous. Personne d'autre que vous ne change. Pas possible. C'est un peu le message que je voulais passer. Moi, j'aime bien échanger, et que je pense que je vous ai vu, vous m'avez vu, et que c'est toujours dur de poser des questions, que de poser des questions idiotes. Souvent, on dit j'ai peur de poser des questions idiotes. Voilà, donc j'aimerais bien avoir votre âge, et compris même la situation dans laquelle vous rentrez, parce que même si elle peut paraître terrible,
elle est quand même visible. Et peut-être que jusqu'à maintenant, l'industrie cachait un peu les choses, donc elle peut être créée des rapports de force. Pas justement, peut-être pas au sens classique politique, peut-être au sens des idées. La surprise que la Russie a vis-à-vis du peuple ukrainien. Poutine devait penser qu'à consommer chez Zara, je ne sais pas quoi, gâteau, des bêtes, voir que les gens défendent leur liberté. Avec plus de marge, on est fort, on a la chance de vivre dans des sociétés fragiles. Dans des sociétés démocratiques, on a le droit. On est jugé. On pourrait dire qu'on est jugé alors. C'est pas parce que vous avez un canif ou un couteau sur vous que vous êtes un criminel. On commence à dire que vous êtes dans un avion avec un c'était terroriste. Et moi, mon petit-fils, il est en classe à Marseille. Comme ils se battent à la cantine, et que la cantine à Marseille, il y a un règlement très particulier, ils sont sous la responsabilité des femmes qui gardent les cantines, les tatas, ils ont supprimé les couteaux. Alors, quand une décision prise comme ça, pour dire ils ont des couteaux, ils se battent, ils peuvent se servir du couteau pour tuer un camarade, on va supprimer les couteaux. On est compte que ça change même tout sur le plan de la nourriture. Il faut manger avec des cuillères, il faut manger des choses qui sont très mâchées, toutes les fibres, tout ça, ça va produire encore plus d'obèses. Une personne n'a pensé couteau, parce qu'elle attend un couteau, on n'a pas pensé que cuillère égale machin, et que peut-être la malbouffe, c'était déjà le cas, ça va être encore pire. Il faut arrêter de prendre des décisions qui sont juste ciblées tout le temps vers la nature. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut le modifier. Parce que je discutais avec lui, il me dit, finalement on a des armuriers. Alors, ça commence, comment il dit, là, maintenant, on prend les cuillères et on ligne les cuillères sur le mur de truc pour faire des poignards. Donc, ça veut dire que la cuillère, elle va produire plus de danger que le couteau d'avant qui était un couteau très mal. Voilà. Et je vous jure, il n'a pas dit à ses parents. Et il me l'a dit à moi parce qu'il a vu qu'à un moment donné, je pouvais tout entendre. Voilà, et il a osé me dire, mais je pense que qu'il a dit le mot armurier, c'est le langage de la prison. Donc, un petit ligne, la cuillère, comme en prison, quelqu'un qui n'a pas de couteau, qui peut s'éveiller. Donc, il y a de la place. Voilà, en parlant de tableau. Et déjà, qui êtes-vous? Je parle. Vous êtes tous étudiants en architecture. Qui n'est pas étudiant en architecture? Et alors ça c'est quoi? Vous êtes quoi? Hein? Oui, pas étudiant, c'est oui, on comprend pas ça. Ouais. Ah bon. Ah, c'est sympa. J'ai fait un équipement, le premier centre d'art en France, à Grenoble. On l'a appelé le magasin parce que j'avais tellement peu d'argent qu'il y avait écrit sur la porte magasin. On m'a dit, on va même pas reprendre la porte, on va appeler le centre d'art magasin. On a vu que Tatlin avait fait une manifestation artistique qui s'appelle le magasin. On a appelé ça le magasin. Et il n'y avait pas assez d'argent. Et donc, c'était un bâtiment dans lequel les gens travaillaient avant, une usine qui avait fermé. Et donc, dès qu'une usine fermait et qu'on voulait en faire un lieu de culture, on le restaurait comme on ne l'avait jamais restauré pour des gens qui y travaillaient. Donc, j'ai trouvé que c'était scandaleux. Il faisait froid, il y avait des fuites, en culture, plus que ça.
dès le moment où on fait un centre d'art, on fait toute la toiture. Et il y avait à l'époque en francs, 6 millions de francs, rien que pour la toiture. Et donc j'y suis allé, et j'ai répondu à d'autres. Moi j'ai dit, je ne referai pas la toiture, parce qu'avant il y avait des gens qui travaillaient en dessous. Et donc, est-ce que les œuvres d'art sont plus fragiles que les œuvres? Il ça paraît bizarre qu'une œuvre d'art qui aujourd'hui est produite sûrement dans un garage, voire dans une usine, parce que tous les jeunes artistes improvisaient qui avaient exposé au magasin, aucun n'avait un atelier chauffé. Tout le monde travaillait dans des garages, des box, des usines, des affectés, des squats. Et on va quand même pas faire un centre d'art qui ressemblerait à un musée dont l'argent serait dépensé pour le toit, et on attendrait l'argent pour faire l'aménagement intérieur. Donc je travaille par l'emploi, je l'ai fait, et j'ai fait un musée, dans le musée. Et comme j'avais pas assez d'argent, j'ai fait on va dire la moitié, simple, fermé, avec chauffé, éclairé et isolé, et j'ai laissé toute l'autre moitié vide. J'ai appelé une rue, pour dire que pour le mon pompier, c'est que c'est sur une rue. Et donc, on dit comme ça, l'artiste s'expose soit dans la boîte muséale, on va dire, blanche, avec cube, soit une dehors dans la rue. Et dans la rue, il y aura des gouttes d'eau. Hein, et après, chaque hiver, on fera des réparations de voitures, comme on fait toujours, parce qu'il y a une dilatation de la neige. Et c'est bon, on est surpris, du scotch. Et on a vu presque tous les artistes exposés dans la rue. Donc, personne ne s'est plaint. Et comme quoi, il fallait mettre à l'épreuve, il fallait l'ouvrir, et il fallait. J'ai même fait des pompiers qui m'ont dit non, ce bâtiment ne tient pas au feu. Alors j'ai dit, je comprends pas qu'il ne tient pas au feu. Avant, il y a des gens qui travaillaient, donc je ne comprends pas bien. Donc, quand vous faites le visiteur d'un centre d'art, devrait être plus protégé que les gens qui travaillaient avant. Alors, l'idée, c'était que les gens qui travaillaient avant connaissaient l'endroit, donc on avait incendie pour quitter plus rapidement. J'ai argumenté de sociétés d'intérim et tout. Des fois, on bouge quelqu'un le matin, et il ne connaît pas l'endroit. On va faire un règlement spécial pour les intérimaires. Donc, il m'a dit, écoutez, il n'y a qu'une seule disposition, il faut que la voiture de pompier puisse rentrer dans le bâtiment. Donc, j'ai changé l'entrée pour que la grande échelle puisse rentrer dans le bâtiment. Donc, j'ai même fait une démonstration, je n'ai pas venu vérifier. Donc, ça a été très beau parce que vous voyez, une voiture de pompier, c'est très beau, surtout quand c'est un exercice de démonstration en vraie grandeur. Donc, ils sont venus, là, j'ai des échelles, ils sont partis. Et il faut tout le temps aussi réintroduire l'architecture comme un conte, comme une vie, comme une histoire que vous connaissez, que tout le monde peut comprendre, qu'il y a même un drôle. Alors pour les architectes, qu'est-ce qui vous pose une question? Je m'inquiète. Si vous posez une question, vous retirez votre masque. Allez, un premier. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit aussi en construisant ensemble vous êtes retiré un peu de votre métier d'archi suite à la pandémie, donc vous n'expliquez pas tant pourquoi. Qu'est-ce qui vous a fait vous obliger à retirer votre fichier Alors c'est stratégique. Alors c'est un peu compliqué peut-être à comprendre pour vous. Mais quand moi comme je suis sorti de l'école trop tôt, et après je suis retourné à l'école, pour faire des stages, je suis retourné à l'école. Quand je suis sorti de l'école comme architecte, j'ai refusé de m'inscrire à l'ordre. Comme vous savez, en France, il y a un ordre des architectes. Il n'y en a qu'un, dans les pays européens, il y a plusieurs organismes, pas le choix. Le nôtre, il est quand même un peu redoutable, il est créé en 1942. Il y a une volonté d'un gouvernement, qui est quand même très particulier. C'était le directeur des Beaux-Arts et de l'Architecture de Pétain, il était 3 ou 4, donc peu de cœur, de créer un ordre, et l'ordre n'était pas protéger la profession, pour protéger le titre. Vous vous rendez compte de la différence? Et il y avait même interdiction d'être architecte et constructeur, alors qu'avant, on pouvait être architecte et constructeur. Et donc, mettons les frères Perret, avaient une entreprise. Donc, les frères Perret, ils concevaient et ils construisaient. C'est pas obligatoire, ils pouvaient. Donc, ils démontraient que ce qu'ils concevaient était constructible
étaient voilà, expérimentés. Au niveau des bétons, ils ont vachement expérimenté. Donc ça, c'était intéressant. Comme moi, ce qui m'intéressait, c'était la construction. Et ce qui m'intéressait, c'était pas le port du titre, mais faire ce métier. Donc je me suis pas inscrit à l'ordre. Et donc, comme j'ai fait n'importe quoi, ça m'a d'ailleurs forcé à faire n'importe quoi. Parce que comme ce que je faisais n'était pas considéré par les architectes comme de l'architecture, donc j'étais tranquille. Mais une fois, j'ai été dénoncé par un architecte qui a vu que je construisais, ça a commencé à Grenoble, ça a commencé à être visible, j'ai été dénoncé comme exercice illégal de la profession. Je ne pouvais pas porter un titre, je ne le portais pas, et on me qualifiait d'eux. Donc j'ai justifié que c'était un bâtiment existant avec un objet dedans, que c'était de l'architecture d'intérieur, donc j'ai gagné. Donc, l'attaque de l'ordre de mon égard est tombée. Quand j'ai été choisi à la Biennale d'architecture de Venise pour être représentant français à la Biennale comme non-architecte, là j'ai eu un tir de canon très gros et j'ai donc négocié avec l'ordre que je ferais le pavillon et que ça serait ma dernière chose et qu'après je démissionnerais de ce métier. Donc je suis passé devant un conseil de discipline que je n'avais pas à faire puisque je n'avais pas la. Comme je connaissais tout le monde, j'ai juré de faire. C'est fini, c'est la dernière fois, mais laissez-moi faire. Alors je le fais avec des jeunes architectes, j'aide la profession. D'ailleurs, je ferai une architecte qui construiront. Donc j'ai eu presque un vote unanime pour me laisser une dernière fois représenter la France avec des jeunes architectes et après terminer. Donc quand Venise est arrivé, ils m'ont téléphoné. Je connaissais le président. Il m'a dit alors, promesse, tu vas tenir ta promesse. Et je tiens la promesse. Je suis allé donc, parce qu'il y avait des architectes qui demandaient que j'ai une amende et même c'est passible de prison. Alors je suis allé devant eux, j'ai dit bon ben voilà, je veux bien prêter serment, mais si je fais le serment aujourd'hui, demain je démissionne parce que je prends ma retraite. Ok, donc j'ai prêté serment un mardi, j'ai envoyé ma lettre le mercredi, et ils se sont réunis le jeudi, et le vendredi, j'ai reçu ma radiation. Donc j'étais architecte un jour. Et après j'ai décidé, parce que j'avais presque l'âge de la retraite, j'ai décidé de redevenir un enseignant bénévole. Je me rends compte que le peu d'entre que je peux toucher, c'est ce que je fais également. Et je vais être bénévole et je vais être un enseignant de rue. Voilà, personne ne peut m'aider. Je ne suis pas payé, parce que je forme d'autres, et c'est pour moi qui parle petit. Il y avait telle explication. Et vous êtes de plusieurs écoles, il y a beaucoup de Rennes. Rennes. Bordeaux. Non, parce qu'à Rennes, pour ceux qui, quand j'ai fait l'université foraine, Rennes a été une des grandes universités foraines avec les sciences Pasteur. Oui, parce que même ça, moi, j'avais fait plein de choses à Rennes. Et je dis au maire, nouvellement élu, car il était adjoint précédent maire, Daniel Delaveau, que j'avais connu comme maire de petite commune. Je dis à Daniel, je sais par mon réseau qu'il y a des bâtiments dans Rennes qui sont inoccupés. Et il y a plein de gens qui cherchent des locaux, et donc c'est inadmissible que ce soit inoccupé. Peux-tu t'adresser à tes services et qu'ils te fassent la liste des bâtiments inoccupés? Pour avoir la liste des bâtiments inoccupés, il a mis à peu près 3 mois. Il ne m'a pas répondu tout de suite, alors que normalement, tous ces bâtiments sont référencés, ils payent l'électricité, le gardiennage, je ne sais pas quoi, enfin, ils font des ronds, ce ne sont pas des ruines. Au bout de 3 mois, il a relancé 3 fois, au bout de 3 mois, on a donné 7 bâtiments représentatifs inoccupés. Alors, il a pris une journée, le maire, qui était quand même pas avec moi, pour aller voir ce bâtiment. On y est allé à pied, en voiture, on était voir le bâtiment.
Et sur les 7, alors qu'il était élu depuis 30 ans, le président de la métropole, il y en avait 5 qui ne me connaissaient pas. Donc, je trouve que même ces connaissances un territoire riche. Donc on a sonné, il y a un gardien qui a ouvert, il a demandé pour raconter ce qu'il y avait dedans. Il y en avait un, mettons, qui avait été réquisitionné pour mettre tous les débris brûlés à Grande-Bretagne. Donc c'est magnifique, on aurait dit un musée de la destruction. Tout était étiqueté. Et dans les 7, j'en choisis un, en plein centre-ville. Là, il faut prendre de plus en plus pratique. Il y a la fac de sciences qui appartient à la ville. Et la fac de sciences, pour des raisons de performance, regroupe tous ces secteurs sur un cluster pour permettre l'efficacité. Et donc, le bâtiment dans le centre-ville existait, pas celui-là, à cet endroit-là, depuis le XVIIe siècle, le règne de l'université très tôt. C'est un commerçant du centre-ville qui s'est plaint, comme quoi il y avait moins d'étudiants. Parce qu'au début, ça ne se voit pas, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Au début, vous ne voyez pas qu'un jour, il n'y a plus d'étudiants. Et la marchande de sandwich, ils n'ont plus de sandwich. C'est un commerçant qui, en même temps, se plaignait sûrement du désordre que les étudiants menaient. Au moment où ils n'ont plus de sandwich, ils se plaignent, ils n'ont pas de sandwich. C'est des contradictions de la vie. Et là, à ce moment-là, on visite le bâtiment, et imaginez, il avait été vidé, je ne sais pas, quelques mois avant, donc l'électricité marchait, le chauffage avait été arrêté, les étudiants avaient été là, le centre dentaire d'urgence dans le rez-de-chaussée était toujours là, donc en gros, il n'y avait rien à faire. Et là, pour me rendre, pour me donner la clé, à moi, qui réclamais le bâtiment pour expérimenter, il s'est repassé 3 mois. Plus personne ne pouvait me donner la clé. Parce que celui qui me donnait la clé aurait la responsabilité de me donner la clé s'il y avait un problème. Donc, moi, je rappelais Daniel Delaveau, je dis écoute, ça fait 3 mois que j'attends la clé, qu'est-ce qu'on fait? Il dit je vais te la remettre officiellement. En tant que maire, de toute façon, s'il y avait le moindre sinistre, c'est à lui que ça remonte. En tant que maire, c'est à moi que ça remonte. Donc, on a fait une remise officielle de la clé. Donc, on a la mairie, sur le coussin rouge, tout, on a remis la clé. Et moi, bien sûr, je n'avais pas habité la fac de sciences. Moi, je donne la clé à la fille avec qui je travaillais, qui marchait, Sophie Ricard. Et je dis à Sophie Ricard, voilà, c'est bien, j'ai le bâtiment, voilà la clé. Donc, je donne la clé à Sophie. 15 jours après, Daniel Delaveau m'appelle et me dit tiens, j'ai une délégation là qui aimerait venir voir le bâtiment parce que ça intéresse notre ville de savoir comment on peut faire pour occuper un bâtiment sans faire de travaux. J'ai dit mais j'ai pas la clé. Il me dit mais attends, la clé. Moi j'ai une confiance, je t'ai donné la clé. Je dis d'accord, mais moi j'ai confiance en Sophie, je vais te donner la clé. Donc j'appelle Sophie, je dis que Sophie, on est là, on veut visiter le bâtiment, est-ce que tu peux nous ouvrir? Elle me dit je peux pas, je t'ai donné la clé. Alors, je dis est-ce que toi la personne qui t'a donné la clé? Oui, je vais l'appeler, elle vous accueillera. Donc on se présente dans le bâtiment et la fille qui ouvre est une fille qui avait intégré l'école d'art de Rennes et qui était une immigrée syrienne d'Alep. Et pour ça, l'histoire que je raconte tout à l'heure, voilà, c'est ça. Je l'ouvre, alors je ne la connaissais pas, mais je faisais faire semblant de la connaître, ça, voilà. Et elle avait accueilli un copain qui avait fait la prison à Alep et elle tournait un film dans une petite pièce de la fac de sciences pour qu'il recrée les conditions de la prison et qu'il raconte comment était la prison à Alep. Et donc, vous arrivez là-haut, il y a déjà quelqu'un qui filme, il y a un Syrien qui en avait, elle était là depuis 30 ou 6 mois. Et moi, je ne connais pas, et ça marche. C'est comme ça net. Et à ce moment-là, le maire dit à cette fille, mais ça vous fait quoi de vous donner la clé? Il me dit, ça m'a sauvé. C'est d'arriver en France et qu'on puisse me faire confiance et me donner la clé de 30 000 mètres carrés à centre-ville, comme une thérapie. C'est pas grand-chose. Et après, donc, Sophie a occupé pendant 9 ans donc, la fac de sciences, et maintenant c'est devenu presque un mot à la mode, on appelle une programmation ouverte. On occupe, et en occupant, on voit quels sont les besoins, qui des fois sont passagers, il ne faut pas faire un équipement, urbain. Voir c'est des équipements partagés, on peut avoir des horaires réversibles. Et donc c'est venu de la nouvelle maire qui nous a plus ou moins viré, son programme culturel. Donc, elle nous fait des visites toutes les semaines, on fait des conférences dans le monde entier sur la programmation ouverte et la réversibilité des équipements. Donc
faut jamais regretter si quelqu'un s'empare de vos idées et qu'elle l'a fait bien et qu'elle est bonne, elle est passée à une autre plutôt que de vous accrocher à votre objet. Tout de suite abandonner. C'est le plus beau, c'est la plus belle des réussites. Quand quelqu'un veut habiter ce que vous avez construit, c'est que vous avez fait l'acheter. Est-ce qu'on est dans les temps pour l'organisation? Oui, c'est bon. Oui. Et voilà. C'est vrai, mais bien debout. Parce que c'est mieux de faire leur travail. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était super cool. Et puis merci à vous d'être venus travail. Et vous verrez, c'est un métier qu'on doit faire tôt, très tôt. C'est pas la peine de faire des doctorats à 35 ans. Hein. Et on peut, en cours de cette profession, réapprendre des choses, parce qu'on rencontre des difficultés, l'environnement change, et on rencontre des questions qu'on doit traiter. Donc c'est une sorte de formation continue. Et vous ne considérez jamais comme acquis. Et après, c'est une formation qu'on fait longtemps, parce que comme le temps long est lié à l'architecture quand même, et vous ne pouvez pas conserver. Même moi, je suis encore interrogé sur des choses pour lesquelles je ne suis plus concerné. Les gens ont pris ma suite, et c'est très agréable de passer la main. Et c'est un truc qu'on ne peut pas dire, c'est à moi. Avant, il n'y avait rien, après, il n'y avait rien. Donc, la ville, elle se construit sur elle-même, l'architecture, elle se prépare, elle change. Très agréable. Donc, on démarre tôt, on n'hésite pas à reprendre, à faire des haltes, des repos, à réapprendre des choses, à changer d'orientation, à s'adapter, et ça jusqu'au bout. Il reste 11 minutes. C'est pas 15 secondes. Non, mais la preuve par 7, comme je ne peux pas m'arrêter, c'est on fait le bilan. Voilà ce que je vous dis. On fait des bilans assez régulièrement avec les équipes. On s'est aperçu qu'on s'est quand même épuisé à faire 7 échelles qui sont des factures à communiquer entre elles. C'est pas sûr que ce soit aussi facile que ce que je dis. Et ensuite, comme c'est réparti sur le territoire, on a une expérience dans les Alpes de Provence, une en Auvergne, 2 en banlieue parisienne, une à Mayotte, une à Lunel, dans la gare, une à Saumur, donc peut-être que cette dispersion territoriale, elle était nécessaire pour montrer la différence climatique, politique, géographique, hydrologique, ainsi de suite. Et en même temps, peut-être j'ai vu un peu trop loin. Alors, on va la laisser vivre telle qu'elle est lancée. Chaque équipe gardera son autonomie. On va faire un bilan réel, critique, de qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, pendant 2 ans. Hein. Et je mets en place pour 2025 une période de 6 ans qui changerait tout, qui dirait en fait c'est un même territoire sur lequel il y a 7 échelles. Non pas le territoire français avec 7 échelles. Donc on est à la recherche, et ça serait avec Sophie Ricard que ça se ferait qu'on est sur un territoire très délaissé, comme le bassin minier, ou le quartier nord de Marseille, ou le vieux-port de Marseille, le port de Marseille, ou peut-être un milieu rural, et prendre 7 échelles, prendre, mettons, une école, un logement, un centre social, une voirie, un espace public, tout, et de voir si 7 objets à échelle différente sur un même territoire créent, innervent à ce qui est autour. Et ça vient d'une discussion que j'ai eue avec Lacaton Rassal, qui était ici, on s'est vu après, et je voudrais le faire avec eux. C'est très souvent, on fait des objets parfaits, mais on oublie que l'objet parfait, il oblige à se replier un peu sur soi. Peut-être que l'objet parfait, il faut qu'il irrigue, et pour qu'il irrigue, il faut qu'il ait à côté de lui quelque chose qui marcotte, quelque chose qui se propage. Et donc, éventuellement, des fois, ça peut être un espace vert, un vide, ça peut être quelque chose qu'on ne considère pas comme une architecture, un vide, un parking. Donc, il y a des immeubles où il y a des parkings, et on les considère comme en rien avec les
parking, il y a quelques heures, un peu de voirie, et il y a des choses. Et donc, ça serait de faire l'inverse. Et peut-être que moi, je commence à fatiguer et vieillir, peut-être à partir. Ce soir, après cette réunion, je commence la première réunion avec la Caton-Massade sur ce sujet, car ça serait bien de nommer un pressière, parce que un honneur pour la France, le leur, surtout le leur, pas évident, et de leur donner une mission visible, donc pour vous, étudiants et futurs professionnels, de dire peut-être qu'à eux, on leur autorise cette expérimentation à un prix qu'ils ont reçu. Et ça va être investi quand? Non, pour lancer une opération, c'est en 3 ans. Autrement, vous avez une idée. Et le moment où elle prend corps, c'est 3 ans. Et après, un projet, c'est 6 ans. Donc, c'est drôle, à la fin de vie, un projet que vous avez vraiment inventé, complètement inventé, chose qui n'existait pas. Vous avez inventé, téléphonant, tac, donc, pour voir les fruits, et éventuellement, même s'en libérer, c'est 9 ans. Ça peut pas être bon. Alors, il y a des moments d'alternance. Hein. Des fois, pendant 1 an, la chose ne se passe pas. C'est pour ça qu'il faut en mener 2, 3 de front. Il faut pas plus de 3. Les 3 projets, ça peut se faire en même temps. Il y a des fois, le financement, vous êtes obligé d'attendre des fois 1 an. Parce que c'est quelque chose qui est décidé par des assemblées élues. Par exemple, l'année suivante, les subventions. C'est pour ça qu'en faisant 3 projets en 2 ans, on fait le projet pour 3 ans, c'est bien. Sur une vie, moi, si je fais la liste de mes projets, j'ai dû faire, je sais pas, 40 Les 7 preuves ne sont pas menées dans la même temporalité. Alors, elles ne sont pas menées dans la même temporalité. Tu sais, ça ne veut pas dire. C'est très drôle la temporalité. Mettons, tu travailles sur un espace vert, par exemple. Je sais pas, un espace vert, un espace naturel. Les saisons comptent. Je travaille sur un établissement d'enseignement. Voilà, la scolarité, c'est lié même. Ouais, c'est lié. Après, il y a le temps politique, il y a le mandat, il y a la tenue des assemblées élues. Comme maintenant, il y a beaucoup de choses réunies. Une commune, la communauté de communes, c'est pas les mêmes jours. Après, vous avez le département, la région, par l'État. L'État, il y a un changement de gouvernement et vous avez des ruptures de promesses que vous devez reconstruire. Donc, il ne faut pas s'affoler. Parce que si on s'affole, on est tout le temps en train de courir, tout le temps, on essaie l'angoisse, et on ne fait rien. Il faut donc laisser faire, et c'est vrai qu'on met plusieurs de front, c'est toujours plein, et des fois, il y a un peu de repos. C'est très agréable, très agréable. Alors, au début, je ne fais pas une idée, mais maintenant, des fois, je rigole, je dis, j'introduis un temps plus long que le temps de la bureaucratie. Ça fait rire les gens, parce que les gens disent, ah, la bureaucratie, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est le projet. Voilà, et bien écoutez, longue vie à vous. Bravo à l'organisation artistique, c'est moi qui vous aide. Comment vous êtes contacté en étant membre de l'UNER, c'est ça? Je ne suis pas membre de l'UNER, je suis juste bénévole sur 3 jours. Ah bon? Ils sont tous pareils. J'ai vu que ça marchait. Qui est l'UNEA? Ils font une réunion dans l'entrée. Il gère surtout l'accueil, voilà, et la répartition des différents programmes. Et ça fait plusieurs années que je suis citée à la direction des publics, on était partenaire de l'UNEA. Et il y avait un camion longtemps où c'est toutes les écoles à la rentrée en France. Et donc, du coup, on profitait de ce camion-là pour faire parler de la cité. On les invitait sur nos événements qu'on appelle tous les premières années des écoles d'architecture. Au début de l'année, des écoles d'architecture de francilienne, malheureusement, et puis là, quand cet été, ils nous ont contactés pour nous dire qu'ils
ce serait décalé, ce serait la 11e année, et qu'à l'occasion de ces 10 ans, ils aimeraient bien organiser un événement à la Cité destiné à tous les étudiants d'architecture. À la direction des publics à la Cité, on s'est dit que c'était une super occasion. Donc on leur a laissé carte blanche totale, on leur a laissé tous les espaces de la Cité à disposition, l'auditorium, la plateforme, une grosse partie des espaces de galerie, la bibliothèque, les ateliers pédagogiques, et c'est libre à eux d'inviter leurs intervenants et d'occuper l'espace comme ils le souhaitaient pendant ces 3 jours. Voilà. Moi, j'avais fait une fois avec justement Pierre Schneider, que j'ai vu ce matin. Lui, il avait organisé une autre association pour toutes les écoles d'architecture européennes. Et moi, je les avais accueillis quand je faisais la commission publique à Roubaix. Comme j'avais un hangar complètement désaffecté à côté, ils avaient construit un accueil pour 400 personnes. Et c'est comme ça que j'ai des rencontres qui existent, que j'ai des prix pour venir. J'ai vu qu'ils étaient capables d'organiser quand même des hébergements pour 400 personnes. C'est magnifique, hein. Douche, cuisine, chambre, c'est magnifique. D'ailleurs, on avait vu qu'on pourrait là travailler de manière très belle dans une situation catastrophique, héberger les gens. D'ailleurs, le maire avait été surpris, même le pompier avait été surpris de quel était le travail. Et c'était très beau, parce qu'il y avait vraiment 400 étudiants de l'Europe dans un quartier très très beau, marchant dans les rues, travaillant sur des micro-projets. Bon, eh bien écoutez, on retourne à Bordeaux.